Bonsoir, donc je me présente, je suis Jalie Barcillon et je suis autrice metteur en scène. Donc j'ai été conviée par Julie Timmerman, metteur en scène, à organiser des ateliers d'écriture. Donc ce soir, on va vous présenter des textes qui ont été écrits en atelier d'écriture. Donc ce projet a été initié par Julie Timmerman, autrice metteur en scène du spectacle Zoé, que vous avez peut-être vu au Théâtre des Deux Rives de Charenton, ici, et par le docteur Alain Cantero, qui est psychiatre à l'hôpital Esquirol, responsable du pôle 94 G16. Dans le spectacle Zoé, Julie raconte l'impact de la bipolarité de son père sur elle, enfant. Et elle m'a invitée à animer cet atelier. Tous les participants sont réunis par une chose, ils sont tous parents d'enfants touchés par la maladie mentale. Ces enfants sont devenus adultes à présent et ils sont suivis à l'hôpital Charenton d'Esquirol. Certains de ces parents font partie d'associations comme Pro-Famille et UNAFAM. Donc, ce que vous allez voir, c'est le résultat de 9 ateliers de 2 heures. Au cours de ces ateliers, j'ai proposé des contraintes, des jeux de langage, des thèmes autour de leur parcours d'aidant et ils ont écrit. On a ensuite répété quelques ateliers et samedi pendant 6 heures. Donc c'est très très frais. Ce sont des comédiens amateurs. Voilà, donc je vous invite à penser à ça. Ce n'est pas un spectacle. Et voilà de quoi nous allons parler. Pourquoi mon fils de 30 ans, à qui je refuse de donner un petit chat, m'annonce-t-il la fin du monde? Pourquoi ma fille de 20 ans déclare-t-elle son amour à un parfait inconnu au cœur d'Istanbul? Lorsqu'on vous apprend que votre enfant a un trouble psychique, le monde change irrémédiablement. Et ce sont vos certitudes qui vacillent. Comment comprendre mon proche et l'aider? Comment surpasser les moments difficiles? Comment surnager dans le monde de la psychiatrie? C'est de cela que nous allons vous parler dans cette lecture que nous avons choisi d'intituler « Après maintes traversées », en hommage au poème de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse ». Les lecteurs ce soir sont Josette Benaïm. Ce sont aussi les auteurs des textes. Félix Bensoussan, Olivier Besson, Takouk Koumrou, Pascal Machelet, Christine Paquentin, Tamar Koumrou. Vous allez aussi entendre des textes de Guy Maheo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est tout excusé. Alors, la première chose que vous allez entendre est une scène qui s'appelle « Heureux qui comme Ulysse est de retour ». J'ai demandé aux participants de lister plusieurs situations liées à leur parcours, puis d'en choisir une seule. Ensuite, chacun devait faire parler 3 personnes liées à cette situation. Mais pour passer du réel à la fiction, je demande aux participants de changer l'ordre des vrais prénoms. C'est comme ça qu'ils commencent à prendre de la distance et ils peuvent créer des personnages imaginaires. La situation choisie par Pascal, une mère attend son fils de 30 ans qui depuis 2 mois est parti sans donner de nouvelles. Donc les personnages sont Lola, jouée par Christine. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Christine, Oscar-Ange Gabriel, joué par Olivier, et la narratrice, jouée par Pascal. On n'a plus de lumière. Ils n'ont plus de lumière. Ils ont besoin de lumière pour lire leur texte. Lola rentre du travail et arrive fatiguée à la maison. L'angoisse la ronge même si elle sourit et se tait souvent. La folie la guette parfois. Oscar-Ange Gabriel, son mari, est là qui l'attend. Tous les soirs, en rentrant, Lola pose la même question. Alors, dis-moi, s'il te plaît. Sa chambre est toujours vide. Elle est en ordre,
rangé. Son lit est fait, les vêtements sont dans l'armoire, pliés. Le sol est immaculé, la poubelle vidée, le bureau, une table rase. Où est-il? Mais il n'y a toujours personne. Où est-il, mon Dieu? Quand reviendra-t-il? Cela fait si longtemps, 2 mois déjà, 2 mois sans sommeil, 2 mois à attendre. Oui, mon amour, je sais. Pourtant, il y a quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, en rentrant, j'ai vu l'ordinateur. Quoi? L'ordinateur? L'ordinateur était allumé. Il est rentré alors. Je le savais, je le sentais. Où est-il? C'est toi? Où es-tu? Mais non, Lola, juste l'ordinateur est ouvert. Je ne comprends pas. Des photos qui tournent. Des photos de quoi? Qui tournent, qui défilent. Lola se précipite dans la chambre vide, entraînant Oscar Ange Gabriel, poire la main, et s'arrête sur le pas de la porte. Il est là, je le sens, je le sais. Il a dû laisser un message, une lettre, quelque chose. C'est lui qui a mis ces photos de la mer. C'est lui qui a allumé cet ordinateur. Je le savais qu'il reviendrait. Mais où est-il? Il ne peut pas être revenu et déjà reparti. Il a laissé un signe. Oh, regarde mon ange, tu reconnais ce phare, celui de la pointe du bout du monde, et cet autre Armène de l'île du soleil levant. Il a dû vouloir nous dire quelque chose, un message codé. Je te dis, il est au cap. Tu me crois, mon ange? Dis-moi que c'est vrai. Arrête, Lola, ce ne sont que des photos marines. Tu sais bien, il y a des systèmes programmés pour faire défiler les photos sur l'écran. Tu te fais mal. Il n'est pas là, il n'est pas revenu. Il est difficile d'attendre sans nouvelles. Il est aussi très difficile, pour les enfants comme pour les parents, de subir et d'entendre les préjugés des voisins, des passants, des proches, qui, sans le savoir, répètent des idées fausses, véhiculées souvent par les médias. Mais tu le fais exprès? Bouge-toi un peu! Ça l'amuse de faire des trucs bizarres? C'est pour se rendre intéressant. Il se néglige! Il fume beaucoup, mais pas que des cigarettes. Ses voisins l'ont blâmé. Il a toujours les yeux baissés. Il n'est pas franc! Il boit, il boit, il boit. Il n'a aucune volonté. Il est agressif! Il dit, il vérifie 10 fois sa porte alors qu'elle est fermée. Il me fait peur! Moi, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas de psychotique dans mon arbre généalogique. Il se prétend malade, mais enfin, ouvrez les yeux. La psychose, c'est pas une maladie. Ne te marie pas avec lui, c'est héréditaire. Tous les enfants vont en hériter. Il n'y a que le médicament pour soigner. Il vérifie agressif. 10 fois sa Il porte boit, il boit, alors il qu'elle est boit. fermée. Il n'a aucune Il volonté. vérifie 10 fois sa porte alors Il qu'elle a est fermée. toujours les yeux baissés. Pourrions-nous y voir plus clair dans cette affaire? Pourrions-nous y voir plus clair dans cette affaire? Avons-nous des preuves concrètes? Qu'en pense le corps médical? Peut-on parler de maladie, d'épidémie? Est-ce que cela vient encore de Chine? Un nouveau coup du pangolin ou d'un laboratoire chinois? Il paraît que la maladie se transmet dans l'air. Je ne suis pas d'accord, belle maman. Rien n'a été prouvé. Le bruit court que le virus serait produit par une sorte de ver électromagnétique qui affecterait les ondes cérébrales et le fonctionnement des neurones. La croissance de l'épidémie est exponentielle et les actualités sont effrayantes. Il y a des êtres humains derrière les nombres, quand même. Des hommes, des femmes, des enfants. Et le président qui déclare la guerre au virus de la guirlande. Et les symptômes? Tout commence par une perturbation des appareils électriques et de l'éclairage. J'ai lu dans Elle que la tête des malades touchés par le virus s'allumait comme une guirlande électrique.
Mémé a les neurones qui crament. Le professeur Ragout de l'Université de Marseille dit que le seul traitement efficace est l'électrochoc, qui permet de stopper les neurones qui court-circuitent. Un des premiers symptômes de la maladie serait que toutes les lumières clignotent avant que la tête des personnes touchées par le virus se transforme en guirlande électrique. Plaisante. Les lumières commencent à clignoter et soudain la lumière s'éteint. Scène le canapé. Josette a imaginé un dialogue entre une mère et son canapé. La mère, Josette, le canapé, Félix, la fille, Tamar. Depuis 1 an que le Covid nous a réunis et qu'elle ne vit plus chez elle, c'est impossible de m'asseoir dans mon canapé. Moi, je voudrais prendre mon pied en regardant un bon film, allongé comme une méduse. Mais non, ce canapé est occupé en permanence par ma fille. Oh, que je t'aime, toi, avec ces coussins si douillés. Mais ça fait des mois qu'elle ne bouge plus. Elle ne décolle plus. Quelle souffrance de la voir continuellement dans l'incapacité de s'émouvoir, les yeux au plafond, dans une profonde mélancolie. Je suis au désespoir de voir ce spleen sévère qui l'envahit toute la journée et qui l'empêche de regagner sa chambre. J'en ai perdu ma tranquillité avec ce lourd silence dès la fin du repas. Mais je veux récupérer ma place préférée, moi. Je ne veux pas du fauteuil à mon âge. Elle devrait me céder sa place de temps en temps. Tu es jalouse ou quoi? Oui, je suis plus chez moi depuis que tu m'as quittée pour ma fille, avec qui tu as une liaison indéfectible. Pourtant, je t'ai toujours apporté beaucoup d'amour. Je t'ai nettoyé avec un lait spécial cuir. J'ai soulevé tes coussins. Je t'ai épousseté délicatement la fenêtre grande ouverte. Tu es vraiment un ingrat de me tromper avec ma fille. Tu prétends que c'est pour l'aider à enrayer sa dépression, alors que je suis certaine que tu préfères sa jeunesse et le moelleux de ses fesses. Chut! Pas de bruit. Tu sais bien que n'importe quel son la perturbe. Oh, si elle continue à ne pas bouger, ses muscles vont s'atrophier. Elle revient bientôt. Si tu la laisses s'allonger sur toi, je te préviens, je vais te désosser. La fille entre et découvre sa mère qui est en train de parler à son canapé. Je vais enlever tes coussins. Je vais t'éventrer. Je vais faire voler tes plumes. Et je vais te jeter aux encombrants. Sale canapé, odieux traître. Maman, ça va? Calme-toi. La fille s'assoit sur une chaise. On dirait que tu vas mal. Viens, allonge-toi sur le canapé. Respire. Dis-moi toutes les images qui te passent par la tête, sans jugement. Je rêve à des temps meilleurs où je pourrais enfin retrouver mon canapé adoré. Respire. Voilà, comme ça c'est bien. Tu connais la sophrologie par les plantes? Merci, ma chérie. Je vais mieux. J'accepte la situation. J'attendrai que tu ailles mieux pour récupérer mon canapé. L'autre jour, j'ai rangé la chambre de mon fils et j'ai retrouvé ses cours de première année d'ingénieur avec son écriture minuscule et des tas de formules mathématiques incompréhensibles. Et je me suis souvenu
de ses rêves de devenir ingénieur au CEA et de ses premières angoisses. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je rate mes études? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je rate mes études? Sur son tableau, rien n'a changé. Les homothéties non linéaires n'ont pas bougé, pas plus que la formule « qui va piano, va sano ». Je suis revenue sur ses premières angoisses au cours en amphithéâtre, ses difficultés de concentration, sa perte de motivation, ses colères. Ces livres de sa bibliothèque n'ont pas changé de place. Philosophie, mathématiques, politique et physique. Sans oublier la psychologie. Il me regarde un peu triste de ne pas s'ouvrir. J'aimerais emprunter le livre rouge de Jung. J'aimerais emprunter le livre rouge de Jung. Le piano est toujours là, désespérément silencieux. Et ça me rappelle son enthousiasme quand nous l'avons acheté ensemble. En regardant cette chambre, j'ai le sentiment d'une vie qui s'est arrêtée, avec des cadeaux qui n'ont pas bougé. J'ai le souvenir de ces interruptions pendant mes réunions et je me reproche mon manque de disponibilité. Pourquoi avons-nous attendu avant de comprendre l'urgence des soins? Pourquoi avons-nous attendu avant de comprendre l'urgence des soins? Pourquoi est-ce si difficile de prendre une décision pour un proche que l'on aime? Ces études sont-elles définitivement terminées? Tu connais les blockchains et les crypto-monnaies? C'est un monde très abstrait, où les matheux de MIT côtoient les escrocs. Non, je ne veux pas aller en Californie où vit ma sœur. Je ne veux pas être arrêtée. N'insiste pas. Je te dis que je n'ai pas envie de revivre ce contrôle de police au Canada. Oui, je me souviens d'une de ces crises dans la cathédrale de Montréal. Il tient des propos délirants à propos de la rambarde métallique qu'il est urgent de redresser. Je savais qu'il n'allait pas bien du tout. Il était de plus en plus insaisissable et inquiétant. Mais je n'imaginais pas voir un jour mon fils dans un tel état. C'est inquiétant. C'est bien plus sérieux que prévu. J'avais tout faux. Ce n'est plus le simple trouble de l'attention, diagnostiqué à 15 ans, qui a été amplifié par le stress lié au Covid. Il a perdu les pédales. Je suis abasourdi. Il faut vite que j'agisse, mais je ne sais pas par où commencer. C'est incroyable de le retrouver dans cet état, en train de se tortiller, de ramper sur le gazon. C'est terrible de le voir ainsi. Scène sur un rebord de trottoir. Elle découvre un fils assis sur un rebord de trottoir. Il a une bière à la main et semble complètement hagard, désespéré. Elle remarque ses chaussures sales et poussiéreuses et un pantalon qui mériterait un bon lavage. Il a les cheveux en bataille et le soleil lui a rougi les joues. Elle avance timidement. Il ne faut pas effrayer la bête car elle va rugir, s'emporter, peut-être hurler. Elle sent les regards interrogateurs et inquiets des passants. Elle lui parle doucement. « Allons au CMP, que tu connais bien. Tu pourras parler. » Elle lui prend le bras et il marche sans se presser. Pourquoi se presser? Des cailloux dans la chaussure? Non, la route est trop longue. Elle est remplie d'embûches et de désespoir. La chaleur est torride. Le soleil brûle les vitres, mais rapidement la situation s'envenime. Cyr est agité. « Je veux rentrer chez moi, je vais très bien. Ce sont les malades qui vont à l'hôpital, pas moi. » Il s'assoit, se lève, parfumé, est agité, fait de très grands gestes, s'énerve après la mère.
Tu n'as rien à faire ici, toi qui sais tout, toi qui fais tout. Une infirmière, à la voix douce, lui explique. Il est en danger. Il a beaucoup trop bu. L'hospitalisation pour une nuit s'impose. Il lui permettra de reprendre ses esprits. Il dit peut-être oui, non, oui. Il ne sait pas, il ne sait plus. Il fait de plus en plus chaud. Il est assis sur une chaise, s'agite à nouveau, se lève, retourne fumer. L'infirmière lui recommande de ne pas s'éloigner. La voiture médicale va arriver. De longues minutes passent. Brusquement, la mère se lève. Un vent de panique traverse son visage. Elle appelle, crie « Où est passé Cyr ?» Elle en pleurerait. Revient dire à l'équipe avec une voix étouffée qu'il a disparu. Elle dit qu'elle va essayer de le retrouver. Se précipite à toute allure, observe les terrasses des cafés, scrute les bancs publics. Elle est en âge. Elle imagine que le CMP doit être aussi en ébullition. Le mari, en revanche, est très calme, assis. Il attend, comme Godot. Quelques mètres lui suffisent pour retrouver Cyr. Il est assis à la terrasse d'un petit café qui donne sur la rue avec une bière chaude. Elle s'approche avec une voix douce. Elle lui dit que tout le monde est inquiet, le cherche, et que s'il veut bien, ils vont aller à l'hôpital qui est tout proche, sans se presser. Pourquoi se presser? Il peut se détendre un moment dans le parc. Il fait moins chaud. Au loin, elle aperçoit le psy de l'hôpital. Il lui fait un petit signe de la main. Sa silhouette rassurante lui fait du bien. Curieusement, le pas devient plus léger, comme une brise qui secoue une mèche de cheveux. Elle lâche le bras de Cyr. « Tout va bien maintenant, lui dit-elle. Il va continuer seul. Il est entre bonnes mains. » Elle rebrousse chemin. Elle essuie une larme. Des bains moussants en pleine nuit. Josette a écrit sur un virage maniaque de sa fille suite à la prise d'un antidépresseur prescrit par le docteur de la famille. Les personnages, God Bickle, Nénette la déprimée, Tamar, Benjo Taïm, Moumoun, la mère inquiète, Josette, Francigoise, Family Toubib, Takouk. Allô, docteur? Vous avez prescrit des antidépresseurs et après 3 jours, ma fille pète la forme. Elle ne dort plus, elle ne mange plus et bizarrement, elle ne ressent aucune fatigue. Elle me pourrit la vie, moi, en pleine nuit, à prendre des bains moussants et à mettre de la musique. Je travaille, moi, le lendemain. Bref, elle est en surchauffe. La tristesse de la dépression fait place à des pleurs interminables. Un rien les provoque. Hyperactive, elle range tout. Les photos, les livres, les vêtements. Tout a été déplacé et trié autrement. Je ne m'explique pas pourquoi, et quand je le lui demande, elle part dans des explications et des grands projets que j'ai du mal à suivre. Et le comble, c'est que quand elle devient, c'est qu'elle devient agressive. Et quand je le lui fais remarquer, elle ne semble pas plus inquiète que ça. Est-ce normal cette euphorie permanente? Que se passe-t-il? Oh là là, elle est en pleine décompensation. Est-ce qu'elle a des pensées morbides suite au décès de son grand-père? Elle doit faire un visage maniaque avec la prise de l'antidépresseur. Je vous envoie une ambulance qui va vous conduire aux urgences psychiatriques décrétées pour ne pas prendre de risques.
jamais sentie aussi bien. Je suis joyeuse, mais ça ne veut pas dire que je suis heureuse. Les autres me disent que je suis surexcitée, limite folle dingue. Mais je ne rentre pas en conflit avec eux, car j'ai 1001 projets à réaliser depuis que je suis à Paris. Je dois renouer avec mes anciens potes, programmer des sorties. J'ai des bonnes raisons de démarrer au quart de tour. Je suis furieuse après ma mère. Elle ne peut pas me reprocher d'avoir une pêche d'enfer et d'aller voir ailleurs. Elle me plombe avec ses angoisses. C'est difficile de rester assise dans cette salle d'attente bondée. D'ailleurs, j'attends quoi? Il fait beau, je vais faire un petit tour. Mais je vais pas m'échapper. Pourquoi ces infirmiers me courtinent après? Et me voilà saucissonnée et attachée à ce foutu brancard. Ah non, je ne suis pas un cheval, vous n'allez pas me piquer avec cette énorme seringue. Je vais vous perturber avec mon haleine, chacal. Tant pis pour vous. Madame, votre fille a des troubles bipolaires. Ces troubles se manifestent par des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. À l'heure actuelle, elle est en phase maniaque. Je vais faire une injection pour la canaliser pour que vous puissiez rentrer à Paris. Il faut l'hospitaliser car elle ne va pas bien. La prise de médicaments est primordiale. Il ne faut jamais l'arrêter. L'injection va vous permettre de voyager tranquillement. Bon courage. Pendant notre séjour à Istanbul, ma fille Anne-Crise est allée au commissariat de l'aéroport d'Istanbul. Elle était en phase maniaque. Voici le discours que la police a eu. Madame, votre fille ne va pas bien. Elle a un discours inapproprié. Elle dit que vous l'empêchez de vivre son histoire d'amour avec un homme parce qu'il est turc. Mais lui, il ne la connaît pas. Moi aussi, je vous ai reconnu. Ah mais... La dernière fois, on était dans une autre ville, au bord de la mer, à Tanger. On aime la Méditerranée, toi et moi. Vous devez vous tromper, Jamais je ne te tromperai, jamais. C'est peut-être toi qui as envie de me tromper. Oh! Rappelle-toi, tu m'as offert cette cage verte dans un bric-à-brac improbable. Ça ne te revient pas? Ta poésie, les parfums enivrants, les tissus chatoyants. La nuit était très chaude, c'était à Marseille. Mais il y avait ce petit vent qui soulevait les lois. J'étais folle amoureuse. Et toi aussi? Allez, on y va, viens avec moi, on va au bout du monde. Pardon, On y va depuis le temps que je t'attends. Ah, je suis navré si vous avez cru que... J'ai bien vu comment tu me regardais. Bon, arrêtez maintenant. Je ne vous connais pas, madame. Je vous prie de ne pas me distraire. Je suis pressé, je vais rater mon avion. Tu tournes le dos à notre amour, tu es complètement fou de faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Allez, je vais acheter un billet pour venir avec toi. S'il vous plaît. J'ai besoin d'un billet pour... Au fait, tu vas où? L'homme a disparu. Mon amour, tu es où? Où ça? Tu as l'air emprisonné comme dans une cage. Viens avec moi, je vais te libérer, moi. On a conduit mon fils à l'hôpital. On est stupéfait par ses déclarations et surtout par le fait qu'en même temps, il rampe et se désarticule en tous sens. Je comprends tout. Il faut commencer par redresser cette rambarde pour que les patients et le monde aillent mieux. Je sais à quel point nos dirigeants nous mentent et qu'ils nous conduisent vers un effondrement final. Je ne comprends pas comment, devant tant d'évidence, vous restez si passif et si indifférent. Unité Matisse. Est-ce que vous savez que Matisse est bien supérieur au Club Med? Quel soulagement! Ma fille est à l'hôpital après des mois de logorée et d'agitation. Elle va accéder enfin à des soins. Attendons la suite.
sans agiter venant et sans espoir excessif. Comment est-ce possible? Pourquoi je suis là? Je suis seule. La porte. Quelle porte? Ça ne peut pas être là. Ils ont l'air bizarres, tous ces gens. Celle-là en chemise de nuit, elle fume sur le perron. Elle doit se cailler. C'est froid. J'aurais dû mettre un pull de plus. Et celui-là, il a l'air bien triste. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ça doit se voir que je suis la mère. Ils doivent penser que c'est de ma faute. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi tout ça? J'aurais dû faire plus attention. C'est peut-être parce que je travaille trop, parce que... Ils peuvent bien penser, tous ces gens-là. L'ascenseur. Quel ascenseur? Il est gris, un gris laid, un gris moche. D'abord, tout est gris ici. Il fait gris, gris tapis, gris souris. J'ai peur, peur. Chut, chut. La porte s'ouvre. Ça doit être là. Il fait noir maintenant et il n'y a pas de lumière. Au bout, il y a un aquarium. Oh, la porte de l'ascenseur s'est refermée. Il n'y a personne et il fait noir. C'est où? Prise au piège. Et toujours l'aquarium tout au bout. Il y a quelqu'un! Au secours! Une porte grise, une autre porte grise. Et plein d'autres portes grises. Tout est lessivé, usé. Et moi, je suis fatiguée, lessivée et usée. Il faut vraiment que j'apporte des pots de peinture. Tu te rappelles? Les couleurs des émotions. Rouge, la colère. Bleu, la tristesse. Jaune. C'est quoi le jaune? Un tournesol. Mais un tournesol n'est pas une émotion. Un chant de tournesol. Van Gogh. Remarque, il est peut-être là, il était peut-être là. C'est peut-être là qu'il est venu après s'être coupé l'oreille. Poser sa tête sur son oreiller, et sur cet oreiller dormir, et dormant, rêver à des choses. Regarder le beau visage de sa fille, et sur cette fille se pencher, et me penchant, me dire que c'est grand. Rouler à grande vitesse sur la route, en voiture, et dans cette voiture rêver, et rêvant, me pencher sur le cadran solaire de sa vie. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la tasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Pour lui, faut pas s'en faire, il s'est dosé, c'était fou. Dans le panier du La préparation du repas. Félix a écrit sur ce sujet.
Le fils est de retour en ville après plusieurs mois à l'hôpital, mais son état demeure instable et incertain. Personnages, le père Félix, le fils Tamar, la mère Josette. Il y a 3 semaines, je me demandais si on allait se revoir un jour. Et là, me voilà devant le frigo à me demander quoi lui faire à manger. En ce moment, si j'ai bien compris, il a levé le pied sur l'orthorexie bouddhiste. Ça va être plus facile pour moi de cuisiner. Oui, mais comment je vais faire quand il va me demander de repartir avec la chienne? Bon. Revenons au frigo. J'ai 5 petits artichauts italiens. Je vais les faire revenir dans un bouillon, puis les servir avec des ravioles et du parmesan. C'est pas trop carnivore. Je pense que ça peut lui plaire. Pourvu qu'il ne nous bassine pas pendant tout ce repas avec Macron et Poutine. Incroyable que pour sortir de sa paralysie, il s'est encore emparé de ces vieux démons complotistes. S'il n'y avait pas cette logorée sur des sujets scabreux avec lesquels il monopolise la parole, il est tout à fait sympa, équilibré, agile. D'après son frère et sa sœur, ils sont d'accord. Zut, je croyais avoir du fromage. Il n'y en a plus et je n'ai plus le temps d'y aller. Ah, Natacha est sortie promener la chienne. Je l'appelle, elle peut passer en prendre. En tout cas, une chose est sûre. Quoi qu'ils disent, je ne conteste pas. Je ne le contredis pas. Ça ne sert à rien. C'est inaudible. Sinon, ça va encore foutre le bordel. Il vient pour nous convaincre, il l'a dit au téléphone, il ne va pas lâcher le morceau. Salut, ça va? Oui, mais sais-tu que Roland veut encore repartir avec la chienne? Oh non! Moi, je ne veux pas revivre le cauchemar de l'année dernière. Pendant des semaines, il nous a dit qu'il avait un vrai dialogue avec la chienne. Et finalement, il l'a abandonné, du jour au lendemain, entre les mains de vagabonds inconnus. Ah oui, quelle frayeur! On a cru que la chienne était perdue à jamais, jusqu'à ce que la police nous rappelle pour nous dire d'aller la récupérer au commissariat du 12e. Mais comment protéger la chienne? Je ne suis même pas sûre qu'il s'en souvienne. Il n'en a jamais plus été question entre nous. Il n'en parle pas, et nous non plus. Va bien falloir le faire, puisqu'il la réclame. Oui, on verra. On verra comment il réagit. Peut-être qu'on peut essayer de lui dire que maintenant, depuis notre déménagement récent, on ne peut plus se passer d'elle. Le fils entre. Après quelques échanges, le père intervient. Écoute, Roland, depuis qu'on a déménagé, maintenant, on a besoin de notre chienne tous les jours. J'ai bien compris. Vous ne voulez plus lâcher ma chienne. Vous la voulez pour vous seul, vu votre âge. Et tous les événements tragiques qui attendent l'humanité, je comprends. Vous aurez plus besoin de la chienne que moi. Moi, je suis jeune et en bonne santé. Parce que moi, je ne me suis fait pas embobiner par le gouvernement et les labos pharmaceutiques. Vous gobez tout ce que la télé dit. Vous êtes vraiment trop naïfs. Heureusement que le gouvernement ne vous a pas dit de la vacciner. Vous allez voir comment ce vaccin qui touche à l'ADN va abîmer la santé des gens. En plus, vous avez pris le vaccin Pfizer, celui du labo le plus corrompu de tous. Vous ignorez qu'ils ont eu plein de procès depuis des années, tellement ils sont pourris là-dedans. Et ça, c'est pas la télé qui vous le dira. Aujourd'hui, il faut que je lui parle de son rendez-vous MDPH. Il m'a dit qu'il ne voulait pas y aller, que ça ne servait à rien. Il y a plus que 2 jours avant pour le décider.
On est mardi. Non, on est dimanche et c'est mardi. Bon, il ne faut pas que je m'énerve. Est-ce que ça fera avancer les choses plus rapidement? Non. Oui, mais enfin, s'il ne va pas, c'est foutu. Ils ne vont pas lui renouveler son âge. Je pourrais peut-être y aller à sa place pour expliquer la situation. Mais non, ce n'est pas possible. Encore cette accommodation familiale. C'est sa vie. Allez, Lola, rappelle-toi. Question ouverte, empathie, demande-lui ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Comment je peux l'aider? Laisse-lui une journée de réflexion et dis-lui que tu le rappelleras demain pour savoir où il en est. Non, mais en même temps, il commence à me casser les pieds. Faut toujours pourparler pendant des heures. C'est pénible. Je vais lui dire tout ce que je pense, moi. Calme-toi, Lola. Je vais lui donner la feuille MDPH pour qu'il la lise et lui demander juste de la regarder. Il ose pètera un peu, ça c'est sûr. Après, je tiens ma langue et je ne lui en parle plus avant demain. En rentrant, je vais me poser pour essayer de réfléchir à tout ce que ça me fait, cette histoire. Pourquoi ça monte comme ça? Pourquoi ça me fait réagir si fort? Il y a un truc, hein. Allez, cool, Lola. Profite de la balade avec lui. Scène suivante. Cela se passe un soir de réveillon. Nitsi, la mère, dresse la table sans grande conviction, car au fond d'elle-même, elle sait que ce réveillon va mal se passer. Alors elle commence à faire d'énormes maladresses, casse de verre, la bougie allumée s'éteint en permanence, et finit même par brûler un coin de la nappe. Bon, ces huîtres, on les ouvre ou non? Mais enfin, où est le problème? Pourquoi tu es si irrité? En plus, tu expérimentes ton nouveau joujou qui a été primé au concours Lépine. Comment ouvrir les huîtres sans finir aux urgences un soir de Noël? Bon, je vais rappeler pour sentir l'humeur. L'humeur, tu le connais. Il déteste les fêtes. Je te rappelle que ça fait 2 ans qu'il fait la gueule. Et il en veut à la terre entière. Alors? Nitsi appelle, une sonnerie, 2 sonneries, elle raccroche, elle recommence, puis enfin il décroche. Allô? Sire? Nous t'attendons. Je viens, je ne viens pas. Enfin, je viens peut-être. Ou peut-être que je ne viens pas. Comment ça? Peut-être? Enfin, je veux dire, nous serions tellement contents que tu partages ce petit réveillon avec nous, en toute simplicité. Ça suffit, tu n'as pas à te supplier. Bon sang, bon sang. C'est Noël tout de même. Bon, avant que ça tourne en psychodrame, je viens. Mais je vous préviens, je ne reste pas longtemps. J'ai horreur des fêtes. Dois-je vous le rappeler? Il est 21h. Les huîtres sont dressées. Nitsi a l'impression qu'elle s'assèche. Sonnette bruyante. Sire entre. Nitsi se jette sur lui, l'enlace telle une amoureuse transie, puis elle se ressaisit. Un thé chez les fous. Texte de Guy. Des parents sont assis à la table de jardin pour prendre le thé. Ils parlent, sans se soucier de leur fils. Entre les deux, leur fils nous livre ses pensées intérieures. Personnages. La mère Vilsi, le père Égou, le fils s'en va. Tu sais quoi? J'ai rencontré le voisin ce matin. Il m'a agressé verbalement. Évidemment, tu lui as parlé du vaccin anti-Covid et de la 6G. Et tu sais que ça l'énerve avec ses théories complotistes. Il dort dans une combinaison pour éviter les ondes électromagnétiques.
Ça le rend fou. Où est passé Virus? Bah, quel rapport entre le voisin complotiste et le chat? C'est toujours la même chose. Mon père provoque et le voisin s'excite. Quand est-ce que ça va finir? Virus aurait sauté dans le jardin du voisin, piétiné son massif de roses du Moyen-Âge, la seule chose qui lui reste depuis que sa femme est partie, et il a attaqué sauvagement sa chatte. Je t'avais dit de ne pas acheter un chat Maine Coon. C'est pas une bonne idée. C'est pas un chat, c'est un lion. En plus, tu l'as appelé Virus pour énerver le voisin. Et tu sais que ma mère est allergique aux poils de chat. Les muffins et la myrtille ont l'air sympas. Et le thé est en train de refroidir. Il semble vraiment oublier que je suis là. Le voisin a des preuves que c'est Virus? Le voisin a retrouvé le collier de Virus avec sa puce 6G dans le massif. Il a failli faire une attaque et s'est promené toute la journée avec sa combinaison anti-ondes, y compris pour aller faire ses courses au marché. Il a fait rire tout le monde. En plus, il nous a accusés d'espionner. Alors, on les mange, ces gâteaux, avant d'aller chercher Virus, qui a coûté très cher, sans parler du collier 6G. Igou, je propose de faire un gâteau et des orangettes pour se réconcilier avec le voisin. Nous devons rester en bons termes. Tu n'y penses pas. Il va croire que l'on veut l'amadouer à la méthode Poutine. Sourire en entrée et une petite lichette d'arsenic pour le dessert. Il faut envoyer les agents du FBI, Mulder et Scully, chez le voisin. Des fois qu'il cacherait un extraterrestre. Bon, trêve de plaisanterie. On va les manger, les gâteaux, le thé devient tiède. Igou, tu proposes quoi en dehors des gâteaux? Et si je les envoyais tous les deux chez le psy? Virus va prendre des vacances chez ta mère dans un premier temps. Ah non, ma mère est allergique aux poils de chat et tu le sais très bien. Par contre, j'ai une amie qui emmène régulièrement son animal de compagnie chez le psychochat. C'est un peu cher, mais le chat est moins agressif. On pourrait aussi peut-être ajouter quelques compléments alimentaires dans ses croquettes. Mon ami a obtenu de bons résultats au bout de plusieurs années. Si on ne peut pas l'envoyer chez ta mère, je l'enferme à la cave et je le bourre de somnifères avec la dose d'un hippopotame. Qu'est-ce que tu en penses, 120? Tu ne dis rien. Qu'est-ce que j'en pense? Je propose d'abord de chercher Virus, de lui apprendre à gérer ses émotions, et notamment sa colère, car parfois les émotions peuvent nous rendre fous. On peut dialoguer avec lui, consulter le veto si besoin. On peut aussi lui acheter des jouets, un arbre à chat, car cette race de chat est très joueuse et devient vite agressive lorsqu'elle s'ennuie. Chacun a son caractère. Ce chat doit pouvoir rester libre dans ses choix. 120, tu as 1000 fois raison. Mangeons les gâteaux et buvons le thé avant d'aller chercher Virus. On va l'emmener chez le psychochat. Extrait du livre de Philippe Jamet, Quand nos émotions nous rendent fous. Malade ou non, toute la vie durant notre logiciel intérieur peut être remaniée. Les rencontres et les expériences, mais aussi toute pratique thérapeutique peuvent nous aider à trouver le chemin d'une plus grande créativité. L'être humain est éminemment plastique, malléable. Tant qu'il vit, il peut changer, apprendre à changer, de perspective et être un peu plus ouvert et confiant. La logique du vivant est celle du vécu, du ressenti, du mouvement. Tout y est instabilité et ajustement permanent. Nous sommes co-responsables les uns des autres. Chacun à notre place, nous avons un rôle déterminant à jouer. Nous sommes tous des révélateurs de potentialités. Les nôtres,
et celle des autres. Et ce processus dure tant que la vie dure. Moi et l'Orac, je me promène sur les bornes de Marne à toute vitesse avec ma mère. Ma mère ne peut s'empêcher de courir à cause de sa suractivité maladive. Elle m'exaspère. Elle ne va pas écouter ce que je vais lui dire, mais je lui dirai à la première occasion. Je n'ai pas demandé à vivre ce que je vis. C'est affreux pour moi. L'intoxication par les médicaments qui m'endorment, qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Je veux travailler comme tout le monde, moi, et être utile à la société comme tout à chacun. Peut-on vivre sans travailler? Je ne sais. Bien sûr, on peut rêver et profiter de ce temps si court sur Terre. Se coucher dans les prés, à savourer les passages des nuées. Respirer les senteurs de la mer, se délecter et jouir des étés. Chaque matin, revivre à nouveau en se concentrant sur le chant des oiseaux. Et sur la félicité, le bonheur de la vie, que choisir? Et travailler pour le plaisir, as-tu déjà pensé? Est-ce possible? La Seine, le Gorgonzola. Salut Natacha. Est-ce que tu as trouvé le parmesan? Non, non, je n'ai trouvé que du gorgonzola. Ah, décidément, ce repas est plus compliqué que prévu. Maintenant que je sais que Roland va venir de manière sûre, c'est le fromage qui va manquer. Tu en fais un foin pour rien. Le gorgonzola ira aussi bien avec les artichauts et les ravioles. Tu verras bien. Regarde, moi, quand je me suis mariée, je croyais épouser une solide meule de parmesan. Et je me suis retrouvée avec un quart d'artichaut. Au début, j'étais surprise, mais à l'usage, le gorgonzola ne manque pas de saveur, et il est bien plus coulant. Je suis sûre que Roland va aimer. Ouais, tu as raison. Faut pas se faire de film. Quand on fait avec la vie telle qu'elle vient, on n'est pas déçu. D'abord, pourvu qu'il vienne. Comment est-ce qu'il va être? Parmesan, gorgonzola ou même emmental? L'important, c'est qu'il soit là. C'est vrai que je complique ma vie et la sienne. À 3 tentes de lui qui soit aussi solide qu'une grosse meule de parmesan. Mon Dieu, comme on a dû l'emmerder avec nos attentes. On n'a pas su faire avec notre gorgonzola. Est-ce que tu crois qu'un jour on pourra être plus cool? C'est difficile avec nos foutus caractères. On n'a pas de baguette magique pour se transformer. J'ai entendu parler de l'association Pro-Famille. Soudain, la fenêtre s'ouvre et un puissant courant d'air traverse la maison. Oh, regarde par la fenêtre. Voilà Roland, accompagné d'une belle princesse étoilée. Regarde, ils sont posés sur un énorme camembert volant. Ils ont des éclats de champagne qui pétillent dans leurs yeux. Oui, tu as raison. Il est accompagné de la fée Camembert. Et tout compte fait, ça se mariera aussi bien avec les ravioles et l'artichaut. Ô torse réveillé par le jour nouveau, prends soin de toi, ma belle aimée. Je vais enflammer tes mots par le temps renouveau. Prends soin de toi, ma belle aimée. Écoute le chant, belle endormie, sur le cadran solaire de ta vie. Effectivement, ils se marièrent et eurent beaucoup de petits fromages blancs. Ainsi va la vie. Elle est à prendre comme elle vient. Elle est à savourer chaque jour comme un gourmet. Lola, Christine et Olivier, vous allez devoir. Ce matin, on fait après. Non, c'est ici. Christine, c'est là. J'en étais sûre. Je la reconnais, cette position nord 54, ouest 27. Regarde, c'est écrit en tout petit sur la photo. C'est la balise de la pointe des vents d'antan. Il y est encore, ou il y est passé. Il m'appelle, je le sais.
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des signes et messages que la vie vous envoie. C'en est un. Tu ne vois pas? Tout ça a du sens. Il est vivant. Cela ne peut pas être autrement. Oh là là. Ouvre tes yeux. Ne vois-tu rien? Ne sens-tu rien? C'est le sang des ancêtres qui coule en lui. Je savais qu'il aimait la mer. Il a voulu naviguer, découvrir le monde, l'appel du large, l'horizon sans fin, toujours plus loin, l'Odyssée. On sonne à la porte. Oscar Ange Gabriel se lève. Lola le suit hébétée et ouvre la porte. Il est là, le sourire aux lèvres, bronzé, hâlé comme un marin après un long voyage. Il a maigri un peu. Ça lui va bien. Il porte une veste de quart bleu, en harmonie avec la couleur de ses yeux. Ses cheveux ont blondi avec le soleil et la vie au grand air. Ils sont légèrement ébouriffés. Il est beau. Me voilà, je suis là. Ben, qu'est-ce que vous avez? On dirait que je suis un revenant. Je suis de retour, tout simplement. Tout ça passait tellement vite. C'est comme si j'étais partie hier. Et vous? Comment allez-vous? Au début, j'ai navigué la nuit. Oh, c'était tellement beau. La mer s'illuminait et les algues phosphorescentes s'allumaient comme des étincelles. Je dormais dehors, sur le pont, sous des ciels étoilés. Puis j'ai abordé la côte sous des ciels ombragés. Les grains et le froid sont venus avec leur lot de rideaux de pluie sans fin et d'orage. J'ai eu froid, mouillé, transpercé jusqu'aux os. Alors j'ai dormi dans des bas-côtés, des hangars et abris de fortune, parfois dans des gares. Des gens bienveillants m'ont accueilli et nourri tellement j'étais transie et trempée. Ils m'ont lavé, chouchouté, prêté des affaires. J'ai marché, le long des sentiers, sans savoir où j'allais. Je me suis perdue. J'ai tout perdu un jour, où m'étant endormie sur un banc, à mon réveil, tout avait disparu. Mais me voilà revenue. Je suis là, les mains vides, mais heureux. Je vous sens tendu et fatigué. Vous pourriez être content, tout de même. Déjà tout à l'heure, je suis passée, vous n'étiez pas là. Je vous attends depuis un bon moment et je suis partie acheter des cigarettes tellement vous tardiez. Allez, souriez, ce soir c'est fête. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays et quelques années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien bon.
m'appelle Jali. On me charge de vous dire qu'on va faire un beau plateau maintenant. On va pouvoir échanger avec vous, avec Julie Timmerman, la metteur en scène de Zoé, qui est donc à l'initiative de ce beau projet, avec les participants de ce soir et avec nous. Ouais. Remercie toute l'équipe et puis le docteur Fantero, voilà, qui est aussi à l'initiative avec vous. On ouvre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voulais juste dire bravo à tous. Ouais. Bravo à vous. C'est extrêmement émouvant et saisissant de voir ce que vous arrivez à faire de ces histoires-là. La poésie qui s'en dégage. Parfois l'humour et aussi beaucoup d'émotions, quoi. Et en même temps, comment ça fait théâtre, hein. Alors même en lecture, comme ça, on sent comment ça peut devenir quelque chose en dehors de soi, une œuvre dans laquelle chacun peut se reconnaître, il me semble. Enfin, c'est ce que je lis, moi. Bravo. Mais ils ont été efficaces pour avoir un film après. On a 2 micros, donc on peut faire passer, voilà, mais sinon on peut commencer à parler. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Une remarque, un retour à faire? Moi, je peux peut-être juste donner l'origine de cet atelier qu'on a imaginé avec Alain Cantero et Laurie Martin, donc la directrice du Théâtre des Deux Rives qui nous accueille, qui a accueilli les ateliers et la restitution. Voilà, donc moi j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Zoé, que certains d'entre vous ont peut-être vu ici le mois dernier. Voilà, moi mon père est bipolaire et à un moment donné, comme ça, un peu par hasard, je me suis mise à écrire sur cette histoire et j'ai trouvé ça très amusant. Parce que voilà, la folie peut être extrêmement drôle, merveilleuse, émouvante, fascinante, feu d'artifice quotidien, et puis en même temps avec des grands moments terribles. Et je trouve que ça fait matière à théâtre. Encore une fois, mon idée en faisant ça était toujours de faire théâtre et de parler à tous, et pas juste de mon histoire. Et à partir de là, je me suis dit que ça faisait un bien fou de s'exprimer et que c'était intéressant d'avoir la parole d'autres gens qui étaient aidants, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'on nous appelle. Aidant de personnes qui ont des troubles psychiques, voilà. Et effectivement, donc Alain Cantero m'a dit que ça l'intéressait parce que y a des choses qui sont proposées souvent aux patients et pas tant que ça aux aidants, et que c'est intéressant de aller parler, faire parler les gens qui sont autour et qui eux-mêmes ont besoin d'être aidés. Voilà. Donc le besoin d'aider les aidants, et à travers le théâtre, à travers ce que la parole peut libérer, c'est un magnifique projet, et vraiment très émouvant.
Y a-t-il des questions? Qui se lance? Qui va oser poser une question? Oui? En tant qu'aidant, donc vous, chers écrivains, participants, comment avez-vous vécu l'expérience d'écrire dans un atelier d'écriture? On a pu prendre du recul sur nos souffrances parce que ce qu'on vous a transmis ou restitué ce soir, c'est des souffrances et à la fois on a pu prendre du recul et pouvoir parler du vécu. Prendre un autre élan, oui, ça, on parlait de notre vécu et prendre un élan et se passer, prendre du recul dessus. Non? Oui, bien sûr que ça donne l'occasion de se distancier par rapport à ce que il faut bien reconnaître que ça a été plutôt amusant. On s'est beaucoup plu à faire ce jeu-là. On n'a connu qu'un vrai moment difficile. C'était tout à l'heure dans les coulisses, quand vous arriviez. Non, puis ça a permis de bonne complicité finalement avec un petit groupe. D'autant plus que nous n'avions pas beaucoup de temps, mais je pense que ça a créé des liens et il y a eu grande force finalement. Parce qu'au début, c'était quand même un petit peu compliqué avec nos pages blanches, en se demandant bien ce qu'on allait pouvoir en faire. Nous avons la fille et la mère. Vas-y, allez-y. Est-ce que les sont au courant de ce qui se passe ce soir? Et si elles sont au courant, qu'est-ce que ça a pu changer dans la relation entre les aidants et les aidés? Alors, il y en a qui sont là. Il y a des enfants et il y a des proches qui sont là. Hein. Oui, Pascal peut en parler, oui. Il y en a qui sont là et puis il y en a qui ne sont pas là, mais à qui on a fait lire les textes. Et puis avec lesquels on a discuté de savoir si ça leur rappelait quelque chose et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc on a respecté aussi, hein, vous savez qu'il y en a certains, le groupe et la collectivité, c'est pas forcément très facile, mais je pense qu'ils ont tous, dans l'ensemble, ils savent tous et ils y ont participé et quelque part c'est aussi en leur honneur. Qu'on a écrit ça, même si par exemple moi, mon fils m'a dit je suis pas sûre d'avoir envie de cet honneur-là, mais bon, mais il nous a quand même à tous envoyé un message avant le début en disant bon courage et prenez du plaisir. Josette va nous raconter une histoire un peu... Laquelle? Ah oui, il y avait plein d'autres choses sur lesquelles on pouvait transmettre notre vécu et le vécu de nos proches. Et tout m'est revenu juste avant d'entrer. Je me suis dit, mais il y avait d'autres histoires que j'aurais voulu encore. Donc ce n'est pas fini. Peut-être à bientôt. Oui, aussi, oui. Ma fille me l'a dit aussi, c'est ma fille qui me l'a rappelé aussi tout à l'heure avant de venir, tout à fait. Et ça m'est revenu quand on allait commencer. Donc on a plein de choses encore à vous dire. Moi je voudrais rajouter que, en fait, quand on suit l'histoire, on suit aussi le parcours du rétablissement des proches. Hein. Avec ce début où on est véritablement dans l'émotion, la douleur, et puis au fur et à mesure, en tant qu'aidant, on va apprendre à vivre les choses autrement, à prendre de la distance, à ce fameux lâcher-prise qui est si difficile. Et c'est tout ça aussi, quand on a écrit les textes et quand on en a parlé, puis c'est aussi un travail intérieur pour nous, parents, d'avancer et puis d'essayer
à des moments, il y a des moments humoristiques sur la façon dont on charge les choses et il faudrait peut-être faire autrement. Donc tous ces textes nous permettent aussi que, quelles que soient les personnes qui l'ont écrit, nous ont permis de réfléchir aussi sur notre positionnement. Et donc certainement à aider notre proche. Compte tenu de la complicité que moi j'ai ressentie dans cette équipe, en fait, vous n'allez pas en rester là. Ah. C'est grâce à Jali qui a fédéré le groupe, hein, parce qu'au début, on ne savait pas où on allait. On était un peu en attente de ce qu'elle allait nous dire. Et puis elle nous a dit d'écrire. Mais c'est vrai que ça s'est fait très vite, c'est assez drôle, quoi. C'est que moi je fais toujours des petits ateliers au début, un peu pour dérouiller la plume, donc j'ai fait 2-3 ateliers autour de la poésie, assez libre et tout. Puis après, j'ai eu des retours, on m'a dit mais enfin Jali, il faut qu'on écrive sur notre position des dents, tu nous fais écrire sur plein de trucs mais pas là-dessus. Donc c'est vrai que j'étais un peu partie dans mes trucs. J'aime bien qu'on commence par autre chose, voilà. Et donc le 4e atelier, je crois, je leur dis bon bah alors aujourd'hui on va écrire sur votre situation des dents. Donc vous allez écrire 10 situations, puis on va en choisir une. Bon, on va commencer. Donc ils écrivent des situations qu'ils ont vécues. Donc virage maniaque, suite à prise d'antidépresseurs, fugue. Donc chacun écrit. Et donc, je dis, bon, bah voilà, alors, par exemple, Josette, est-ce que tu peux commencer à nous parler un peu de la situation? Mais je pensais qu'ils allaient en parler quelques secondes. Le temps, avant d'écrire, parce qu'après, j'avais plus qu'1 heure pour les faire écrire, parce que ça passe très vite, les ateliers. Et en fait, chacun a parlé, et cette séance a été 2 heures de discussion. On n'a pas du tout écrit ce jour-là. Et donc, j'ai compris, en fait, enfin voilà, moi aussi, il faut que je m'adapte au groupe, mais j'ai compris la nécessité de la parole, en fait, et l'importance d'être en groupe quand on a des choses à partager, comme celle-ci, par exemple, le lien par la parole. Et que tout d'un coup, il y a eu plein de... Et ça a commencé là, en fait, le moment où le groupe s'est soudé, fédéré. C'est qu'en fait, ils se sont dit, on a plein de points communs dans nos histoires. Et je vous assure, j'ai même entendu vraiment des conseils qui étaient en train de se donner mutuellement. Il y a des gens qui font déjà partie d'associations, qui ont donc beaucoup réfléchi à leur position par rapport à leurs enfants, etc. Et d'autres qui ne connaissaient pas, je crois, en tout cas l'existence de ces associations, et qui tout d'un coup se disaient ah oui, peut-être que je peux être un peu plus dans le lâcher-prise, moins rêver que les études de mon enfant ne le mèneront pas peut-être au métier qu'on espérait, etc. Mais en fait, c'est que tout d'un coup, on se dit, ouais, d'abord, il faut parler, en fait. Être tout seul face au problème, c'est un peu compliqué, quoi. Et ce jour-là, le groupe s'est formé, la complicité est née, vraiment, je me souviens très bien. Et à partir de là, effectivement, on a pu aller dans la poésie, l'humour, la gravité, se dévoiler, en fait, comme on veut se dévoiler. Et moi, je trouve, en tout cas, que les ateliers d'écriture que je mène pour des gens très différents, ils ont toujours cette vertu-là, c'est qu'en fait, les gens montrent des choses d'eux-mêmes qu'ils ne montrent à personne d'autre dans les ateliers. Vraiment, ils écrivent des choses, on les découvre, ils se découvrent, mais ils découvrent les autres. Et on a accès à des petits bouts de vie, d'inconscient, etc. Et effectivement, ça crée des liens. Là, on le voit ce soir. Mais j'y suis pas pour grand-chose. C'est-à-dire, j'ai juste ouvert la porte de la discussion. Après, les gens, ils s'entendent bien, c'est cool. Donc, voilà. C'est une jolie expérience, en tout cas. Un joli navire. Il y aurait des subventions pour que d'autres parents puissent en bénéficier l'année prochaine. Ah oui. C'est une nouvelle troupe. Ça fait partie un peu de la formation professionnelle, peut-être, non? Il y a des budgets, non? Bonsoir. Bravo. C'est un coup d'essai et ça vaudrait la peine de prendre ça très au sérieux parce que la théâtralisation du langage ouvre une grosse voie de communication qui permet de savoir que dans l'espace, ça existe et qu'il faudra faire avec.
Et que tout ce qui s'est dit, et en plus par les aidants qui ont du vécu, et pour nous aussi, moi je suis dans le même cas que vous, et je trouve que c'est dit tellement simplement et tellement naturellement que c'est très utile, c'est pas juste nécessaire, c'est très très bien de pouvoir le dire et de recommencer. Parce que tout le monde a besoin d'entendre que ça existe, c'est là. Et il faudra composer avec. Et oui, il y a des personnes qui sont porteuses et puis elles existent, elles sont dans l'espace public, elles ont le droit d'être là. Merci. Je voulais juste dire merci. Je suis un peu de l'autre côté, je ne suis pas aidant, je ne suis pas patient, je suis plutôt soignant. Et c'est très intéressant aussi de voir le miroir que vous nous tendez. Comment, voilà, c'est notre vécu de nos paroles, mais aussi pas seulement. On apprend à faire. C'était très très riche d'enseignements. J'ai hâte d'avoir le tome 2, alors il y a une suite. Et ce serait bien qu'effectivement ça puisse profiter aussi à d'autres familles. Partager. C'est vrai que le théâtre, c'est un miroir. Hein. C'est Julie qui écrit des pièces qui sont parfois, enfin voilà, des comédies, des drames comédies. Ce sont des pièces qui sont un miroir en fait. Et en même temps, quand on se regarde dans le miroir, peut-être ça nous permet ou de prendre de la distance, ou de s'amuser, ou de changer. Le théâtre peut vraiment transformer les choses, je pense. Et c'est vrai que l'idée, j'avais envie de terminer autour d'une table où on boit tous ensemble, un peu pour répondre à madame, pour dire, vivons tous ensemble. Hein. On n'est pas si différents que ça, malgré nos différences. Ce que je trouve génial, c'est quand il y a eu plusieurs moments en fait où on a l'impression que c'est les parents qui commencent à devenir dingues et l'enfant qui doit les calmer ou qui a ce regard-là. La chose inversée, ça c'est magnifique parce que c'est vrai que ça peut l'incompréhension, l'angoisse, le stress des choses devient aussi problématique à un moment pour les aidants eux-mêmes. Et la situation s'inverse, je trouve ça très beau. Qui est absent. Oui, c'est donc il est dû à Guy. Et en particulier. Oui, parce que Guy, il a écrit des textes très absurdes, un peu fous, effectivement, où à la fin, il inverse les choses quand il parle du psychochat. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce texte et à la fin, j'étais là. Ok, d'accord. Alors, en fait, c'est le chat doit aller voir le psy. Les parents doivent aller voir le psy. Et c'est l'enfant qui le prescrit, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et c'est quelqu'un qui est très mathématique. Je crois qu'il est dans les maths, son fils aussi. Enfin, on sent ça dans son écriture. Un côté savant fou, un petit peu. Quoi. Même la mère qui parle à son canapé aussi. Ça c'est Josette, la mère et le canapé. C'est elle qui est devenue dingue. Oui. En tant qu'aidant aussi, avec l'expérience, parce que comme c'est une maladie qui dure, heureusement que nous prenons du recul et on est obligé parfois de prendre ça avec humour, ça nous aide. Non pas que la maladie soit quelque chose de drôle, non. Pas du tout. Le vécu, le quotidien d'une famille n'est pas drôle du tout. Mais il nous faut beaucoup de force et d'abnégation pour arriver à prendre du recul et à vivre le quotidien beaucoup plus facilement. Mais on y arrive. Oui. Merci. Concerné à plein d'endroits, parce que la parole sur scène, c'est le métier où je suis bien, j'écris. Je suis aussi parent, je suis aidant depuis 15-16 ans, mais je suis curieux de savoir comment vous avez choisi vos histoires, parce que, excusez-moi, c'est super,
mais je ne taquine pas, parce que je me dis, si on me posait la question, qu'est-ce que je raconterais? Et Jali me disait, tiens, qu'est-ce que tu choisis? Je pense que je peux sélectionner des trucs, entre guillemets, qui passent, qui sont parfois très drôles, et puis il y a des choses hyper tragiques, hyper déstabilisantes, et ça dépend aussi à quel moment de la vie, quand ça arrive, parce que là, le mot aidant, c'est tout récent, pour moi, ça fait 5-6 ans que j'entends ce mot-là, alors que ça fait 15-16 ans que... Bref, et donc je suis très touché que vous soyez là, et je suis très touché de vous entendre, parce que je pense que c'est vrai, c'est important, ce que disait madame, il faut savoir, il faut que les gens sachent, pas seulement pour se faire du bien en tant qu'aidant, mais aussi pour des personnes qui sont touchées par différents types de symptômes, et qui souvent des maladies invisibles, du grand public. Il y a un nombre de gens, tellement de gens qui sont symptomatiques, des SDF, des détenus, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis énormes, et puis des familles qui vivent des choses terribles. Et moi je pense, je ne suis pas statisticien, mais je me dis, quand je vois mon fils, je me dis, peut-être 50% de sa souffrance, c'est que les gens ne savent pas en fait. Ils ne savent pas qu'ils se comprennent comme ça dans la rue, qu'il a une réaction entre guillemets bizarre. Et puis il y a tous ces interactions entre les gens et le reste du monde à qui il faut raconter, expliquer, ça devient épuisant. Comme tout le monde est tout tout le monde vous raconte, tout le monde vous explique comment il faut faire. Tout le monde a fait 6 mois de typo, donc il va raconter comment il faut faire. Mais voilà, ma question c'est, dans ce que vous avez choisi, comment vous avez choisi des histoires? Moi je trouve qu'il y a une magie de l'atelier d'écriture. On nous met des contraintes, on nous dit faites des listes, à un moment donné il faut qu'une fée rentre dans votre histoire, ou que ça finisse sur une histoire de cadran de la vie, et puis on se retrouve embarqué dans des idées qui se relient à notre intimité de vie. Et ça crée quelque chose qui n'y était pas avant, et on est tout surpris, parce qu'on est capable de sortir au travers de, comment tu dis, didascalie, c'est ça? C'est les contraintes. Non, c'est... En fait, il y a des moments qui correspondent à des moments de vie qui sont très, très durs dans ce qu'on raconte. Mais en fait, l'écriture nous a permis de rentrer dans l'imaginaire. J'ai souvenir, par exemple, d'une fois où il y avait le monsieur là qui était venu, voilà, et qui en fait nous avait dit écrivez au kilomètre. Et donc en fait, on pouvait prendre une situation très douloureuse et on écrivait en pensant à toutes les pensées qui peuvent venir quand on rentre quelque chose. Ah tiens, celui-là il fait ça, puis hop, là, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça donne des textes qui s'échappent de la réalité, et c'est ce que disait tout à l'heure Josette, ça nous permet de prendre la distance, et ça aussi, c'est quelque part... mais il y a beaucoup de textes qui correspondent à des moments très douloureux que les familles ici ont vécu. Ouais. Il n'y a pas que des choses... Après, on avait aussi le droit de choisir des moments heureux, et heureusement qu'il y en a. Oui, je reviens sur ce que disait monsieur la dernière fois. Il faudrait au fond mieux connaître la maladie et la déstigmatiser, comme on dit aussi. Faire qu'on accepte que nos enfants ne soient pas comme les autres, un petit peu comme les autres, quoi, mais que ça soit quand même plus reconnu et accepté. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi j'ai entendu des choses, des textes, il y a une souffrance, on l'entend. Quand un enfant s'en va pendant 3 mois ou 2 mois, sans nouvelles, quand quelqu'un se tortille sur une rambarde, il y avait des images comme ça douloureuses, mais il est vrai, je crois qu'il y a une pudeur peut-être quand on écrit. On dit des choses, mais on ne va pas forcément dans le plus... Enfin, je ne sais pas.
Ça dépend des personnes aussi, peut-être, ça dépend. Peut-être là, c'est 9 ateliers de 2 heures, donc ça reste un temps court. Et vraiment, aller dans la douleur, c'est une chose extrêmement difficile de raconter ça. Donc j'entends que ce soit, voilà. En tout cas, moi, j'ai entendu parfois beaucoup d'émotions et de choses, des gens qui étaient... Mais il y a une sorte de pudeur, ouais, peut-être. Quelque chose comme ça. Oui. Mais entre la tragédie et le rire, tu fais pas... Il y a pas... On était... On s'est plutôt marré. Oui, on s'est plutôt marré, mais enfin, la tragédie était là. Hein. On l'a en nous. Hein. Moi, pendant 1 an, ma fille, elle n'a pas quitté le canapé en dépression totale. Ouais, et j'ai essayé de le retransmettre, mais c'était tragique et à la fois risible. Et j'ai essayé d'aller vers le rire pour justement faire que ça se passe mieux et que vous le... Voilà. La tragédie, juste pour aller dans ton sens, et puis la tragédie peut être libératrice aussi. Oui. C'est-à-dire aller au fond des choses et oser creuser. Mais je crois qu'en si peu d'ateliers, et le but était plutôt d'aller vers une forme de distance et d'humour des situations qui permet de vivre avec. Mais ça pourrait être le propos d'un autre atelier, de se dire, allons-y, plongeons vraiment. Seulement en fait, comme le quotidien est comme ça, je pense que l'intérêt du théâtre, c'est peut-être justement la mise à distance et l'humour. Mais ce que j'ai voulu dire, pour rebondir sur ce que disait le monsieur par rapport à la déstigmatisation, il n'y a pas de professionnels sur la scène à part vous, évidemment. Ce sont des aidants sans phare qui ont réussi vraiment à parler et à exprimer quelque chose et à le communiquer, à le sortir, à l'offrir. Cette manière de pouvoir le faire et de pouvoir dire vraiment des situations, parce que dans tout ce qui s'est dit, je suis aussi maman d'une personne atteinte, donc on se revoit et puis on partage. C'est le partage qui a été très très beau, de pouvoir dire, voilà, nous vivons ça tous les jours. Ils ont une différence, mais il y a d'autres différences, mais celle-là, vous ne la connaissez pas, alors la voilà. Et ça a été tellement bien offert que la déstigmatisation, le fait justement que des personnes sans phare, lambda, des personnes, vous et moi, c'est juste magnifique ce qui s'est fait là. Le théâtre, c'est une belle générosité d'avoir permis qu'au théâtre, ça puisse se dire. C'est merveilleux. Merci, merci, merci pour nos enfants. Bravo à vous, bravo à Jali Barcillon d'avoir mené cet atelier. Et merci à Alain Cantero et au Théâtre des Deux Rives.